La police a retrouvé mon fils disparu 5 ans plus tard, quand je l'ai ramené à la maison. Il s'est figé de terreur en voyant ma femme et ses sœurs. Il a crié « Au secours, papa !» J'ai appelé la police tandis que je sortais mon téléphone. Ma femme a sorti quelque chose de son sac à main et nous a pointé du doigt. Et soudain, c'est arrivé. Vous savez, comme certaines personnes disent que leur vie a basculé en un instant. Comme si une minute tout allait bien et la minute d'après, on vivait un cauchemar dont on ne pouvait plus se réveiller. Oui. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je m'appelle Jared Langston et il y a 5 ans, mon monde n'a pas simplement changé, il a été ravagé, piétiné et incendié. C'était un mardi après-midi d'octobre. Je m'en souviens parce que je devais aller chercher Léo à l'école ce jour-là, mais j'ai été pris dans une réunion avec un client qui a duré beaucoup trop longtemps. Miranda a dit qu'elle s'en chargerait. Rien de grave. Elle travaillait à temps partiel au cabinet dentaire du centre-ville, donc son emploi du temps était plus flexible que le mien. À l'époque, je dirigeais 3 petites entreprises, une entreprise de paysagisme, une petite entreprise de construction et un contrat de gestion immobilière avec mon pote de fac. L'argent était bon, la vie était belle, du moins je le croyais. Léo avait 10 ans et débordait de cette énergie folle qui fait qu'on se demande si les enfants cachent des réserves de sucre secrètes quelque part. Il pouvait grimper à tout, aux arbres, aux clôtures, aux jeux de plein air. Bon sang, je l'ai surpris une fois en train d'escalader le côté de notre garage avec rien d'autre qu'un tuyau d'arrosage et une détermination sans faille. C'était tout simplement lui. Intrépide, toujours rieur, toujours en mouvement. Cet après-midi-là, Miranda est allée le chercher à l'école primaire Jefferson comme elle l'avait fait 100 fois auparavant. Léo était censé jouer un peu dans la cour de récréation pendant qu'elle discutait avec d'autres mamans. C'était leur routine. Il se défoulait sur la cage à écureuils. Elle se mettait au courant des potins du quartier, puis il rentrait dîner. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. D'après Miranda, à un moment, Léo était là, suspendu la tête en bas au bar de suspension, en train de frimer devant une fille de sa classe. Elle s'est détournée pendant environ 2 minutes pour aider un autre parent. Et quand elle s'est retournée, il avait disparu. Disparu comme par magie, comme s'il n'avait jamais été là. Pas de cris, pas de lutte, aucun témoin n'ayant rien vu d'intéressant. Les autres enfants ont dit l'avoir vu se diriger vers le parking, mais c'était tout. Des caméras de sécurité. L'école en avait une seule, et elle était pointée vers l'entrée principale, pas vers la cour de récréation. Pratiquement inutile. La police est arrivée dans l'heure. Ils ont posé toutes les bonnes questions, suivi toutes les procédures habituelles. Ils ont interrogé Miranda, parlé aux enseignants, interrogé les autres parents. Tout le monde a dit la même chose. Léo était là, puis il n'y était plus. Comme s'il s'était évaporé. Cette première nuit a été la plus longue de ma vie. J'ai roulé jusqu'à 3 heures du matin, inspectant chaque parc, chaque magasin, chaque endroit où un enfant effrayé pourrait se cacher. J'ai crié son nom jusqu'à ce que ma voix me lâche. J'ai frappé aux portes du quartier jusqu'à ce que les gens commencent à me regarder comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que si. Les premières semaines ont été un tourbillon d'équipes de recherche, de tracts et d'espoir qui se faisaient de plus en plus désespérés chaque jour. Les flics disaient faire tout ce qu'ils pouvaient, mais je le voyais dans leurs yeux. Au bout d'un mois environ, ils ont commencé à utiliser des mots comme probabilité et vraisemblance, et d'autres termes qui signifiaient en gros qu'ils pensaient que mon fils était mort. Mais voilà ce qui m'a vraiment embrouillé. Miranda semblait gérer la situation bien mieux que moi. Comprenez-moi bien, elle pleurait. Elle était dévastée les premiers jours, mais au bout de 2 semaines environ, quelque chose a changé. Elle a arrêté de pleurer. Elle a arrêté de me poser des questions sur des pistes ou des recherches. Elle est passée à autre chose beaucoup trop vite, à mon avis. Ses sœurs, Rena et Gilles, ont commencé à venir plus souvent, beaucoup plus souvent. Elles débarquaient à des heures bizarres. Tôt le matin, tard le soir, ils s'asseyaient dans la cuisine à chuchoter des choses qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans la pièce. Quand je leur demandais de quoi ils parlaient, ils me lançaient des regards comme si j'étais paranoïaque ou déraisonnable. On essaie juste de soutenir Miranda dans cette situation. Rena disait, « Tu es obsédé, Jared. » Ce n'est pas sain. Obsédé? Ce mot était souvent utilisé chez moi. Apparemment, garder la chambre de Léo exactement comme il l'avait laissée était obsédé. Passer devant l'école tous les matins avant le travail était obsédant.
Dépenser chaque dollar que j'avais en détective privé et en prime était obsédant. Mais vous savez quoi? Je m'en fichais complètement. C'était mon fils, quelque part. Et je n'allais pas l'abandonner juste parce que tout le monde avait décidé de passer à autre chose. Les détectives privés ne servaient à rien. 3 types différents en 2 ans, et aucun d'eux n'a rien trouvé que la police n'ait déjà découvert, c'est-à-dire pratiquement rien. J'ai viré le dernier quand je l'ai surpris à jacasser ses heures, prétendant suivre des pistes alors qu'en réalité, il était assis dans des bars à regarder du sport. Miranda a commencé à suggérer qu'on ait un autre bébé. Tu crois ça? Comme si Léo était un appareil qu'on pouvait remplacer. Comme si on pouvait commander un nouveau gosse et faire comme si le précédent n'avait jamais existé. Les conversations à ce sujet ont vite dégénéré. Il faut qu'on commence à guérir, disait-elle. Il faut qu'on construise un avenir. Mais comment pouvais-je penser à l'avenir alors que mon passé était encore là, quelque part? Peut-être effrayé, peut-être blessé, peut-être me demandant pourquoi son père avait arrêté de le chercher. J'ai gardé la chambre de Léo exactement comme le jour de sa disparition. Sa couette Batman était encore défait de ce dernier matin. Ses devoirs étaient toujours sur son bureau. Des exercices de maths qu'il ne finirait jamais. Son gant de baseball était toujours dans le coin où il l'avait jeté après l'entraînement la semaine précédente. Miranda détestait cette pièce. Elle passait devant rapidement, comme si elle était hantée. Mais moi, je m'y asseyais parfois, respirant les dernières traces de l'odeur de mon fils et lui promettant de ne jamais cesser de le chercher. 5 ans. 5 longues et brutales années d'impasse, de faux espoirs et d'être encouragé à lâcher prise et à aller de l'avant. 5 ans à voir. Mec. Rien de tout cela n'a d'importance. Tu as raison. Léo a dit, les devoirs n'ont pas d'importance. L'heure du dîner n'a pas d'importance. Le couvre-feu n'a pas d'importance. Vous savez ce qui compte? Vous êtes ici. Vous respirez. Vous êtes énervé dans les devoirs au lieu de vous demander si vous allez vivre la nuit. Ce n'est pas rien, Marcus. C'est tout. Quelque chose a cliqué à ce moment-là. Pas seulement pour Marcus, mais pour nous tous. Nous ne dirigeons pas de maison de groupe ou de centre de traitement. Nous organisions une rampe de lancement, un endroit où les enfants qui avaient été forcés de grandir trop vite pouvaient comprendre à quoi ils voulaient que leur vie d'adulte ressemble. Le projet Bright qui abrite 12 enfants maintenant, âgés de 14 à 18 ans. Certains sont des survivants de la traite comme Marcus et Danny. D'autres sont des enfants qui ont vieilli en famille d'accueil avec nulle part où aller. Quelques-uns sont des fugueurs qui nous ont trouvés par le bouche à oreille et ont décidé qu'ils étaient fatigués de vivre dans les rues. Nous ne les appelons pas les résidents, les clients ou les patients. Ils sont de la famille. Famille compliquée, parfois difficile, mais la famille tout de même. Léo gère les opérations quotidiennes pendant que je gère le côté commercial, le financement, les problèmes juridiques, les relations avec d'autres organisations. Ce n'est pas la vie que j'ai planifiée lorsque je construisais mes 3 entreprises et rêvais de s'étendre à de nouveaux marchés. Mais c'est la vie qui nous a choisis et je ne peux pas imaginer faire autre chose. J'ai vendu les 3 entreprises il y a 2 ans. La société d'aménagement paysager, la tenue de construction, l'accord de gestion immobilière, elle est allée à des concurrents qui avaient tourné comme des vautours. Quoi qu'il en soit, l'argent n'était pas aussi important que l'heure. Ce travail, aidant ses enfants, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire à temps partiel ou en tant que projet parallèle. Cela nécessite tout ce que vous avez. Nous aidons les enfants à trouver de nouvelles familles lorsqu'elles sont prêtes pour cela. De vraies familles qui comprennent ce qu'elles ont vécu et ne s'attendent pas à ce qu'elles prétendent que cela ne s'est jamais produit. Nous les aidons à obtenir une thérapie, mais uniquement avec des conseillers spécialisés dans le traumatisme et comprendre que la guérison n'est pas linéaire. Surtout, nous les aidons à comprendre qui ils veulent être maintenant qu'ils sont en sécurité. Certains d'entre eux vont à l'université. D'autres apprennent des métiers ou créent des entreprises. Quelques-uns rejoignent l'armée. Un gamin, une fille nommée Sophia, qui est venue nous voir à 15 ans, étudie elle-même pour être une travailleuse sociale. Elle dit qu'elle veut être la personne dont elle avait besoin quand elle était plus jeune. Léo a 20 ans maintenant et il est devenu quelque chose que je ne m'attendais pas, un leader. Non pas parce qu'il est le plus ancien ou parce que son père dirige l'endroit, mais parce qu'il a cette façon de voir le potentiel chez les enfants que tout le monde a radié. Il regarde un jeune de 17 ans qui est traité depuis 3 ans et voit quelqu'un qui va changer le monde, pas quelqu'un qui a été brisé par cela. Il a raison le plus souvent.
Nous recevons parfois des lettres d'enfants qui sont passés à leur prochain chapitre. Étudiants, jeunes parents, soldats desservant à l'étranger, entrepreneurs créant leur propre entreprise. Ils écrivent pour nous parler des promotions et des diplômes d'emploi et des premiers appartements et de nouvelles relations. Ils écrivent pour vous remercier, mais surtout ils écrivent pour nous faire savoir qu'ils se battent toujours, se construisent toujours, refusant toujours de laisser leur passé définir leur avenir. Ces lettres sont tout pour nous. Miranda n'écrit jamais de prison. Honnêtement, je ne sais pas si elle est toujours en vie et je m'en fiche assez pour le découvrir. La femme qui a trahi notre famille, qui a vendu notre fils pour 50 000 $, elle n'est pas pertinente maintenant. Elle est une note de bas de page dans une histoire sur la survie et la récupération et le pouvoir de refuser d'abandonner les personnes que vous aimez. Mais parfois dans le calme de la nuit, je m'assois devant la chambre de Léo et je l'écoute respirer. Il vit ici à l'entrepôt avec les autres enfants. En partie parce que cela a du sens logistique, mais surtout parce que cet endroit est devenu sa vraie maison d'une manière que notre ancienne maison ne pourrait jamais être. Pendant 5 ans, je pensais que je ne l'entendrais plus jamais respirer. Je pensais que j'avais perdu mon fils à jamais face aux gens qui le considéraient comme rien de plus que des marchandises à acheter et à vendre. J'avais tort à ce sujet. Mort de mort. Je n'ai pas perdu mon fils. J'ai perdu le garçon de 10 ans qui avait l'habitude de gravir des gymnases de la jungle et de chasser les papillons. Mais j'ai trouvé autre chose à la place. Un jeune homme qui comprend que certaines des personnes les plus fortes du monde sont celles qui ont survécu aux pires choses et ont décidé d'aider les autres à faire de même. Chaque souffle est toujours un miracle. Mais maintenant, quand j'entends Léo respirer dans la pièce voisine, j'entends aussi autre chose. Le son de quelqu'un qui ne survit pas seulement, mais prospère. Quelqu'un qui a pris la pire chose qui lui soit arrivée et qui l'a transformée en la meilleure chose qu'il fera jamais pour les autres. Ce n'est pas seulement la survie, c'est la victoire. Et demain, nous aiderons un enfant de plus à réaliser qu'ils peuvent également avoir cette victoire. Mon mariage s'effondrait parce que je refusais de faire comme si mon fils était mort. 5 ans à être le fou furieux qui continuait à coller des affiches de disparition d'enfants chaque année à l'anniversaire. Mais je n'ai jamais cessé d'y croire. Même quand la police a classé l'affaire, même quand les détectives privés ont pris mon argent sans rien me livrer. Même quand ma propre femme a commencé à me regarder comme si j'étais un étranger, elle ne me reconnaissait plus. Et puis, par un froid jeudi matin de février, 5 ans et 4 mois après la fin de mon monde, mon téléphone a sonné. C'était l'inspectrice Sarah Chin de la police d'État de l'Idaho. Monsieur Langston, je crois qu'on a retrouvé votre fils. Ils l'ont retrouvé. Ces 3 mots m'ont frappé comme un train de marchandises lancé à pleine vitesse. J'étais debout dans ma tasse de café, à moitié à la bouche, quand la voix de l'inspecteur Chin a retenti dans le téléphone. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer, je n'ai pas pu penser, je n'ai rien pu faire d'autre que de serrer ce téléphone comme si c'était la seule chose qui me raccrochait à la réalité. Êtes-vous sûr, ai-je réussi à articuler. Êtes-vous absolument sûr que c'est lui? Nous sommes plutôt confiants, Monsieur Langston, a dit l'inspecteur Chin. Et j'ai pu entendre le professionnalisme prudent dans sa voix. Le garçon correspond à la description de votre fils, et il connaissait des détails précis sur votre famille qui n'étaient pas rendus publics. Il dit s'appeler Léo Langston et qu'il demande son père. J'ai lâché. J'ai dû m'agripper au comptoir de la cuisine pour ne pas m'effondrer sur le sol en linoléum. 5 ans et 4 mois d'espoir, de recherche, de prière, et soudain, mon garçon était de nouveau réel. Il n'était plus qu'un souvenir ou un fantôme hantant sa chambre vide. Il était vivant. Où, ai-je demandé. Où est-il? Une aire de repos à Cordelane, dans l'Idaho. Un caissier à l'œil vif a reconnu son visage grâce à une de ces affiches d'enfants disparus. Vous savez, celles que vous collez chaque année. Ces affiches. Tout le monde me prenait pour une folle de dépenser de l'argent pour elles année après année. Les flics ont dit que c'était une perte de temps. Miranda a qualifié ça d'obsession malsaine, mais un caissier de l'Idaho en avait vu une. Et maintenant, mon fils rentrait à la maison. J'arrive. Ai-je dit en me dirigeant déjà vers la porte. Monsieur Langston, c'est 18 heures de route. Vous devriez peut-être. J'arrive. Ai-je répété en raccrochant. Je n'ai même pas fait de sac. Je n'ai pas appelé Miranda. Je n'ai pensé à rien d'autre qu'à rejoindre mon fils le plus vite possible. J'ai sauté dans mon pick-up et j'ai commencé à rouler vers l'ouest comme si le diable en personne me poursuivait. 18 heures au volant, c'est beaucoup trop de temps pour réfléchir.
Mon esprit se bousculait avec 1 million de questions. Où était-il passé tout ce temps? Qui l'avait emmené? Était-il blessé? Allait-il bien? Se souvenait-il de moi? Voudrait-il seulement rentrer à la maison? Mais sous toutes ces questions, il y avait autre chose. Une joie pure, sans mélange, mêlée de terreur. Mon fils était vivant. Après 5 ans à imaginer le pire, à me préparer à un appel qui finirait par la découverte d'un corps, Léo respirait, parlait et demandait son père. J'ai traversé 2 États sans m'arrêter, sauf pour faire le plein. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine actionner la pompe. Le type à la station-service du Wyoming m'a demandé si j'allais bien. Et j'ai failli fondre en larmes, juste à côté des pompes à diesel. Comment expliquer à un inconnu que son fils mort vient de revenir à la vie? Quand je suis finalement arrivé à ce relais routier de Kirtland, il était passé devant. L'endroit ressemblait à tous les autres relais routiers d'Amérique. Des enseignes lumineuses, des rangées de gros camions, et l'odeur du diesel mêlée au café et aux fritures. Mais pour moi, c'était comme les portes du paradis. L'inspectrice Chin m'attendait à l'entrée. Elle était plus jeune que je ne l'aurais cru, peut-être la trentaine, avec un regard bienveillant et une poignée de main ferme. Il est à l'intérieur, dit-elle. Attention, monsieur Langston, il est différent. Plus âgé, évidemment, mais il y a autre chose. Il a traversé des épreuves. Ça se lit dans ses yeux. J'ai hoché la tête, mais je n'écoutais pas vraiment. Je ne pensais qu'à rejoindre Léo. Elle m'a fait traverser la supérette et entrer dans un petit bureau derrière le comptoir. Et il était là, mon fils, mon garçon, assis sur une chaise en plastique, vêtu de vêtements trop grands pour lui, les yeux rivés sur ses mains. Il était plus grand, beaucoup plus grand. Ses cheveux étaient plus foncés, plus longs que je ne l'aurais jamais laissé porter. Il avait mon nez, comme à 10 ans, mais tout le reste avait changé. Ses épaules étaient plus larges. Son visage avait perdu sa douceur enfantine, mais c'était bien Léo. Puis il a levé les yeux vers moi. C'étaient les yeux noisettes de Miranda, sans aucun doute. Mais l'inspecteur Chin avait raison. Il y avait quelque chose de différent chez eux. Ce n'étaient pas les yeux brillants et intrépides du garçon de 10 ans qui escaladait tout sur son passage. Ses yeux avaient vu des choses horribles. Ils étaient prudents et attentifs, bien trop vieux pour un gamin de 15 ans. Papa, dit-il, et sa voix se brisa sur ce mot. C'est là que j'ai complètement perdu la tête. 5 ans à tenir le coup, à être forte, à ne jamais perdre espoir, et j'ai éclaté en sanglots comme un bébé. J'ai traversé ce petit bureau en courant et je l'ai attrapé, le serrant très fort. Je lui faisais probablement mal, mais je ne pouvais pas le lâcher. Je savais que tu viendrais, papa. Il murmura contre mon épaule. Je savais que tu ne cesserais pas de me regarder. Nous sommes restés comme ça pendant je ne sais combien de temps. Lui me serrant comme si j'allais disparaître. Moi essayant de me convaincre que ce n'était pas un rêve cruel dont j'allais me réveiller. L'enfant semblait réel. Il avait une odeur différente, plus vieille, avec des traces de savon bon marché et quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier. Mais il semblait solide, chaud et vivant. Finalement, l'inspectrice Chin s'éclaircit la gorge. Il va falloir faire des démarches administratives, mais il est libre de vous accompagner. Les services sociaux voudront faire un suivi, mais pour l'instant, vous pouvez le ramener chez vous. Chez vous? Le mot me parut étrange. À quoi allait ressembler la maison maintenant? Comment retrouver une vie normale après une telle chose? Mais je m'en fichais. Mon fils était vivant et nous rentrions ensemble. Le trajet de retour vers le Colorado était complètement différent de la course effrénée vers l'Idaho. Léo dormit presque tout le trajet, recroquevillé sur le siège passager comme s'il n'avait pas bien dormi depuis des années. Toutes les 2 ou 3 minutes, je jetais un coup d'œil pour m'assurer qu'il était toujours là. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant ces 18 heures. Il a répondu à quelques questions basiques. Il allait bien. Il n'était pas blessé. On l'avait beaucoup déplacé, mais je voyais bien qu'il n'était pas encore prêt pour la grande conversation. Et honnêtement, moi non plus. À mesure que nous approchions de la maison, je commençais à être nerveuse. Je n'avais même pas appelé Miranda pour lui dire ce qui se passait. Comment on passe un coup de fil pareil? Dis donc, chérie, devine quoi? Notre fils mort n'est pas mort après tout. Mais surtout, j'étais juste reconnaissante. Quoi qu'il soit arrivé, où qu'il soit allé, Léo était vivant et il était avec moi.
C'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, en arrivant dans notre allée, j'ai vu la voiture de Miranda dans le garage. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé Léo. « Tu es prêt, mon pote ?» Il a hoché la tête, mais je voyais la tension dans ses épaules. Nous sommes allés ensemble jusqu'à la porte d'entrée et j'ai utilisé ma clé pour entrer. La maison sentait la même chose. Le café et les bougies à la vanille de Miranda. Tout était exactement comme lorsque j'étais parti si vite 2 jours plus tôt. « Miranda » ai-je crié. « Je suis à la maison. Et j'ai amené quelqu'un avec moi. » Et c'est là que tout a basculé. Dès que nous avons franchi la porte d'entrée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Appeler ça l'instinct paternel. Appelez ça comme vous voulez. Mais l'air de ma propre maison était différent. Tendu comme la fraction de seconde avant la foudre. Léo s'est figé à côté de moi. Je veux dire, complètement figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de tout son corps. Son sac à dos, celui que l'inspecteur Chin lui avait donné avec des provisions de base, a glissé de son épaule et a heurté le parquet avec un bruit sourd qui semblait bien trop fort dans le silence soudain. « Miranda » ai-je crié de nouveau, plus fort cette fois. « Viens ici, ma chérie. Tu ne vas pas me croire. » Je souriais comme une idiote, toujours portée par le miracle d'avoir retrouvé mon fils. Dans ma tête, j'imaginais déjà les retrouvailles. Miranda arriverait en courant dans le couloir, verrait Léo debout, et nous nous effondrerions tous dans une sorte d'accolade familiale larmoyante qui remettrait tout en ordre. 5 années de souffrance allaient s'envoler et nous trouverions comment redevenir une famille. Mon Dieu, quelle naïveté! Miranda apparut au bout du couloir et mon cœur bondit d'impatience. Elle portait son pull bleu préféré et son jean, ressemblant parfaitement à la femme que j'avais épousée 12 ans plus tôt. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière dans ce chignon décoiffé qu'elle faisait toujours pour faire le ménage. Et l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que nous allions retrouver notre vie d'avant. Puis j'ai remarqué qu'elle n'était pas seule. Rena et Gilles étaient juste derrière elle, ce qui m'a semblé étrange, mais pas alarmant. Les sœurs de Miranda vivaient quasiment chez nous depuis la disparition de Léo, alors les voir là n'avait rien d'inhabituel. Rena portait des ballons aux couleurs vives sur lesquels était écrit « Bienvenue à la maison » en lettres argentées. Gilles tenait un plat à gratin et ce sourire faux qu'elle arborait toujours quand elle essayait trop d'être serviable. « On pensait vous faire une surprise à tous les deux » dit Miranda, et sa voix était étrange, trop joyeuse, trop forcée. Comme une actrice qui aurait oublié comment dire son texte naturellement. C'est là que j'ai vraiment regardé Léo. Le gamin était devenu blanc comme un linge, pas seulement pâle. Tout son corps tremblait, et ses yeux étaient rivés sur les 3 femmes comme s'il assistait à sa propre exécution. « Tiens, dis-je en posant ma main sur son épaule. Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote ?» Il ne me répondit pas. Il ne pouvait pas me répondre à en juger par son apparence. Sa bouche remuait, mais aucun son ne sortait. On aurait dit qu'il essayait de crier, mais qu'il avait oublié comment. Miranda fit un pas en avant, arborant toujours ce sourire étrange et artificiel. « Léo, mon chéri, bienvenue à la maison. Tu nous as tellement manqué. » C'est là que mon fils a retrouvé sa voix. « Aide-moi, papa. Appelle la police. » Les mots jaillirent de sa bouche. Comme s'il mettait la pression sur lui depuis des années. Il m'a attrapé le bras à 2 mains, ses doigts s'enfonçant si fort que je savais que j'aurais des bleus plus tard. Son corps tremblait de partout, et ses yeux étaient hagards de terreur. J'ai cligné des yeux, complètement perdu. « Léo, de quoi parles-tu ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il s'est retourné pour me faire face, et je n'oublierai jamais son regard. Une peur pure, sans mélange, mêlée à un espoir désespéré que son père l'écoute enfin cette fois. « C'était eux, papa, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Eux. Ils l'ont aidé. Ils savaient. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mon regard est passé de Léo à Miranda, puis à ses sœurs, essayant de comprendre ce que j'entendais. « Quoi, Léo ? C'est fou. Ils étaient là depuis le début. Ils m'ont aidé à te chercher. » Ils ne me cherchaient pas, Léo a crié. Ils savaient où j'étais. Ils ont aidé oncle Bryce à m'emmener. Oncle Bryce, le frère de Miranda, le type qui avait mystérieusement disparu juste au moment où Léo avait disparu. Celui dont tout le monde disait qu'il avait déménagé en Californie pour le travail, mais sans jamais donner d'adresse ni de numéro de téléphone à personne. J'ai senti une vive émotion me serrer le ventre, mais je l'ai refoulée. C'était dingue.
C'étaient ces gens qui m'avaient soutenu dans les pires moments de ma vie. C'étaient ces femmes qui m'avaient serré dans leurs bras quand je pleurais, qui m'avaient aidé à coller des affiches de disparition, qui avaient organisé des recherches. Léo, tu es perdu, ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Tu as vécu un traumatisme. Parfois, ça peut te faire dire, papa, a-t-il crié en me secouant le bras. Regarde-les. Regardez-les vraiment. Alors, je l'ai fait. J'ai regardé ma femme et ses sœurs. Je les ai vraiment regardées pour la première fois depuis que nous avions franchi la porte. C'est là que j'ai compris. Miranda n'était pas surprise, pas même un tout petit peu. Une femme dont le fils venait de revenir d'entre les morts devrait sangloter, se précipiter pour le prendre dans ses bras, s'effondrer de soulagement et de joie. Mais Miranda se tenait là, à regarder Léo avec ce regard calculateur que je l'avais vu utiliser lorsqu'elle essayait de déterminer jusqu'où elle pouvait aller en montant sur quelque chose. Rena avait lâché les ballons. Il flottait vers le plafond, oublié, tandis qu'elle fixait Léo comme s'il était un problème à résoudre. Et Gilles. Gilles avait posé le plat et reculait lentement vers la cuisine comme si elle s'apprêtait à courir. Léo, dit Miranda, et maintenant sa voix était différente. Plus froide, tu es à la maison maintenant. Tout va bien se passer. Tu dois juste te calmer. Et non, cria Léo. Papa, s'il vous plaît. Ils vont nous faire du mal. Ils vont nous faire du mal. J'ai attrapé mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi. L'instinct, peut-être. Ou la partie de mon cerveau qui commençait enfin à comprendre ce qui se passait. Ma main tremblait tandis que j'essayais de déverrouiller l'écran, d'appeler le numéro d'urgence. C'est alors que Miranda a bougé. Elle a bougé vite, plus vite que je ne l'avais jamais vue bouger en 12 ans de mariage. Sa main a plongé dans son sac à main, qu'elle serrait fort pendant tout ce temps, et en est ressortie avec un petit objet argenté. Ce n'était pas son téléphone. Ce n'était pas ses clés. C'était un tasé, et elle le pointait droit sur moi. Et Léo, à quoi sert le téléphone? J'ai attrapé Léo et je l'ai poussé derrière moi, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Miranda, qu'est-ce que tu fous? Elle a souri. Un vrai sourire pour la première fois depuis que nous avions franchi la porte. Mais ce n'était pas le sourire de la femme que j'avais épousée. C'était autre chose. Tout à fait. Quelque chose de froid, de prédateur et d'absolument terrifiant. Je protège ma famille, dit-elle. La vraie. Le tasé crépita et je compris que ma femme, la femme que j'avais aimée, en qui j'avais eu confiance et dont j'avais été en deuil pendant 5 ans, s'apprêtait à nous tirer dessus, mon fils et moi, dans notre propre couloir. Derrière moi, Léo murmurait quelque chose encore et encore, comme une prière ou un mantra. Il savait, papa. Il savait. Il savait. Et soudain, horriblement, je commençais à penser qu'il avait peut-être raison. Le temps passe différemment quand quelqu'un qu'on aime pointe une arme sur nous. Chaque seconde s'étire comme du caramel, et le cerveau se met à traiter les choses de cette manière étrange et hyper concentrée qui rend tout limpide tout en n'ayant aucun sens. J'entendais mon propre cœur battre à tout rompre. Je sentais le parfum de vanille de Miranda mêlé à la légère odeur de sueur brûlante qui émanait de Léo derrière moi. Je voyais la lumière de l'après-midi, venant de la fenêtre du salon, se refléter sur la surface argentée du tasé, créant de petites taches dansantes. Sur le mur du couloir. Mais surtout, je pouvais voir le visage de ma femme. Le voir vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. La Miranda que je croyais connaître, la mère endeuillée qui m'avait soutenu dans les pires moments de notre vie, avait disparu. À sa place se trouvait cette inconnue froide et calculatrice qui semblait se demander si nous tuer serait trop ou pas assez. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Mais j'ai réussi à appuyer sur le bouton d'urgence avant qu'elle ne puisse m'arrêter. L'appel au 911 a démarré automatiquement, ce qui signifiait que quelqu'un, quelque part dans le monde, allait entendre ce qui allait se passer. Pose-le, Jared, a répété Miranda en s'approchant d'un pas. Le tasé était stable dans ses mains, trop stable, comme si elle s'était déjà entraînée. Papa, a murmuré Léo derrière moi, sa voix à peine audible. Ne la laisse pas faire. Tais-toi, Léo, a lancé Rena du bout du couloir. Tu as déjà fait assez de dégâts. C'est là que j'ai compris. La façon dont elle a prononcé son nom, sans surprise, ni joie, ni soulagement, mais avec irritation, comme si c'était un problème qui s'était résolu de lui-même. J'ai gardé les yeux fixés sur Miranda,
mais j'ai parlé assez fort pour que l'opératrice du 911 m'entende. Ma femme nous menace, mon fils et moi, avec un tasé chez nous, au 247 Maple Street, à Millfield. Miranda a serré les mâchoires. Raccroche. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne l'étais. Léo était pressé contre mon dos et je le sentais trembler à travers sa veste. Ce gamin avait survécu à 5 ans de Dieu sait quoi. Et maintenant, il était à la maison et les gens censés le protéger étaient les mêmes qui avaient détruit sa vie au départ. Miranda, ai-je dit en essayant de garder une voix calme et raisonnable. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas la solution. Quoi qu'il se passe, on peut trouver une solution. Pose simplement le tasé et parlons. Elle a ri. Vraiment ri comme si j'avais dit quelque chose d'hilarant. Parle, a-t-elle dit. Jared, chérie, on a largement dépassé le stade de la conversation. Ça fait 5 ans qu'on ne se parle plus. C'est à ce moment-là que Léo a surgi de derrière moi. J'ai essayé de l'attraper, de le tirer en arrière, mais il était plus fort que dans mes souvenirs. La force d'un gamin de 15 ans au lieu de celle d'un gamin de 10 ans. Dis-lui, dit Léo en fixant Miranda du regard. Sa voix tremblait, mais elle était d'une force d'acier. Dis-lui ce que tu as dit à oncle Bryce. Dis-lui ce que tu as dit sur moi. Le visage de Miranda devint complètement vide. Pendant une seconde, elle ressemblait à un ordinateur qui venait de planter. Gilles se remit à reculer vers la cuisine, son regard allant de la porte d'entrée au couloir de service comme si elle calculait des issues de secours. Rena était devenue pâle, mais elle ne bougeait pas. Elle se tenait là, à regarder Miranda comme si elle attendait des instructions. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit Miranda. Mais sa voix avait perdu un peu de cette assurance froide. Léo fit un autre pas en avant et je pus voir le gamin qu'il était autrefois scintiller derrière ses yeux. Ce garçon intrépide qui escaladait tout ce qui se présentait. Tu lui as donné mon emploi du temps, dit Léo. Tu lui as dit quel jour maman venait me chercher à l'école et quel jour papa le faisait. Tu lui as parlé de l'aire de jeu, de comment j'allais toujours en premier au bar de singe. Le tasé vacillait dans les mains de Miranda. Tu lui as dit que j'étais le préféré de papa, continua Léo, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Tu as dit que c'était pour ça que ça devait être moi, parce que me perdre serait celui qui ferait le plus mal à papa. Je me suis effondré. J'ai fixé ma femme. Cette femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 12 ans. Cette femme que j'avais tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait la disparition de son fils. Cette femme à qui j'avais confié toute ma vie. Et j'ai senti quelque chose en moi mourir. C'est vrai? Ai-je demandé. Et ma voix semblait venir de très loin. Miranda m'a regardé droit dans les yeux. Sans hésitation, sans honte, sans regret. Nous étions fatigués d'être ignorés. Jared, tu l'aimais plus que moi. Plus que nous. Il avait tout. Ton attention, ton temps, ton argent. Nous n'avions rien. Ces mots m'ont frappé comme des coups. Et alors? Tu l'as donné à ton frère. Tu as laissé quelqu'un. Blesser notre fils par jalousie. On a laissé quelqu'un profiter de ton obsession, dit Réa, s'exprimant pour la première fois. Bryce avait des dettes. Des dettes colossales. On allait lui faire du mal s'il ne payait pas. Ça réglait les problèmes de tout le monde. Tout le monde sauf Léo, dis-je. Léo était censé disparaître, dit Gilles à voix basse depuis la porte de la cuisine, définitivement. Ça ne devait pas durer aussi longtemps. Léo émit un bruit derrière moi. Pas vraiment un sanglot. Pas vraiment un cri, juste un bruit rauque et brisé, venu d'un endroit trop profond pour être exprimé. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de penser et que j'ai commencé à bouger. Je me suis jeté en avant, non pas vers Miranda et le tasé, mais vers la table d'appoint où je gardais mes clés de bureau. Mes doigts se sont refermés sur l'anneau métallique lourd au moment même où le tasé se déclenchait. L'électricité m'a frappé à l'épaule et tous les muscles de mon corps se sont crispés d'un coup. Je suis tombé brutalement, ma vision devenant blanche, mais j'ai réussi à lancer les clés à Léo avant de toucher le sol. Courir. J'ai halté. Porte de derrière. Arrivé chez les Henderson. Appel de l'inspecteur Chin. À travers le brouillard électrique, j'ai vu Léo attraper les clés et filer vers la cuisine. J'ai entendu Gilles crier. Des pas résonnaient sur le parquet. La porte de derrière claquait. Miranda se tenait au-dessus de moi, rechargeant le tasé d'une main tremblante.
Espèce d'idiot et de têtu, dit-elle. Tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire? J'ai essayé de parler, mais mes cordes vocales ne fonctionnaient pas encore. L'appel d'urgence était toujours actif sur mon téléphone, qui avait glissé par terre lors de ma chute. J'entendais la petite voix de l'opératrice demander s'il y avait quelqu'un. Miranda a suivi mon regard jusqu'au téléphone, puis l'a écrasé sous son talon. Peu importe, a-t-elle dit, plus pour elle-même que pour moi. On va trouver une solution. On le fait toujours. Mais je voyais la panique s'insinuer dans ses yeux. Cela ne faisait pas partie de leur plan, quel qu'il soit. Léo n'était pas censé rentrer. Il n'était pas censé se souvenir. Et il n'était certainement pas censé me dire la vérité. Alors que les émotions commençaient à me revenir, une pensée claire m'est venue. Mon fils était vivant. Il était libre et maintenant, il courait chercher de l'aide. Tout le reste pouvait être foutu. L'inspecteur Sorin est arrivé chez moi 43 minutes après que j'ai réussi à ramper jusqu'au téléphone fixe de la cuisine et à l'appeler. À ce moment-là, Miranda et ses sœurs avaient disparu comme de la fumée, ne laissant derrière elles que ces stupides ballons de bienvenue flottant au plafond et un plat en cocotte qui, pour ce que j'en savais, était probablement empoisonné. Sorin et moi, on se connaissait depuis longtemps. On jouait au football américain ensemble au lycée avant qu'il ne s'engage dans la police et que je me lance dans les affaires. Il était l'un des rares policiers à ne jamais me faire passer pour une folle parce que je refusais d'abandonner Léo. Quand je l'ai appelé cet après-midi-là, sa voix était toujours là. Je lui ai donné un tasé et je lui ai dit que j'avais besoin d'un service. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit qu'il viendrait tout de suite. L'homme m'a regardé assis par terre dans ma cuisine, l'épaule brûlée, et a dit, « Bon sang, Jared, que s'est-il passé ?» Je lui ai tout raconté, chaque détail horrible et impossible. La façon dont Miranda s'était préparée pour nous, le tasé, les accusations de Léo, l'aveu glacial qu'ils étaient impliqués depuis le début. Sorin écoutait sans m'interrompre, son visage de policier se durcissant à chaque mot. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé quand j'ai eu fini. « Parce que ce que tu décris, c'est une sacrée accusation à porter contre sa propre femme. »« J'en suis sûr, ai-je dit. » Et ce n'est pas tout. C'est là que Léo est revenu. Le gamin se cachait chez les Henderson depuis plus d'1 heure, mais quand il a vu la voiture banalisée de Sorin dans notre allée, il est revenu en douce. Un petit malin. Il savait faire la différence entre une voiture de police et ce que Miranda pourrait envoyer après. Lui. Léo avait l'air différent en entrant dans la cuisine. Plus vieux, comme si la décision de courir l'avait fait vieillir de 5 ans et 43 minutes. Mais il y avait autre chose dans son regard maintenant. La détermination. Le même regard qu'il avait à 10 ans et qu'il avait décidé d'escalader quelque chose que tout le monde disait impossible. « Papa, dit-il, il faut que je te parle du sous-sol. » Sorin sortit son carnet et Léo s'assit à la table de la cuisine comme s'il s'apprêtait à témoigner au tribunal. Ce qui, je suppose, c'était le cas. Il y avait d'autres enfants, dit Léo d'une voix ferme qui me brisa le cœur. Pas au début. Au début, il n'y avait que moi, mais au bout d'un moment, oncle Bryce a commencé à en amener d'autres. J'étais malade. Combien d'autres? Je ne sais pas exactement. Ils nous ont beaucoup déplacés. Différentes maisons, différents sous-sols. Mais arrivé au dernier endroit, Léo marqua une pause, fermant les yeux comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose qu'il préférait oublier. Il y avait 2 garçons avec moi quand je me suis échappé. Plus jeunes que moi, peut-être 12 ou 13 ans. Sorin se pencha en avant. Peux-tu décrire où tu étais? Des détails sur l'endroit? C'est là que Léo sourit pour la première fois depuis son retour. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire d'un gamin qui préparait sa revanche depuis 5 ans. Je peux faire mieux, dit-il. Je peux t'y emmener. Le trajet dura 47 minutes, sur des routes secondaires que je n'avais jamais vues auparavant, même si j'avais vécu dans le Colorado toute ma vie. Léo naviguait comme s'il avait fait le trajet 100 fois, indiquant les virages et les points de repère avec la précision d'un GPS. À gauche, à la boîte aux lettres rouges, disait-il, ou juste après le pont avec les graffitis. Chaque direction était parfaite, comme s'il avait mémorisé l'itinéraire pendant sa fuite. Nous avons abouti à une maison qui ressemblait à toutes les autres propriétés rurales du comté. Bardage blanc, volets bleus, un jardin tondu assez récemment pour paraître entretenu, mais pas entretenu. Le genre d'endroit devant lequel on passe sans réfléchir. Voilà,
dit Léo en désignant la maison à travers le pare-brise. La propriété appartient à l'entreprise de construction de Bryce. Du moins, c'est ce que disaient les papiers du bureau. Sorin a appelé des renforts avant qu'on sorte de la voiture, mais Léo se dirigeait déjà vers la porte d'entrée comme s'il était le maître des lieux. Léo, attends. J'ai appelé, mais il a secoué la tête. Ils ne peuvent plus me faire de mal, papa. Et il y a des enfants là-dedans qui ont besoin d'aide. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Bien sûr que si. Pourquoi fermer une maison au milieu de nulle part alors que les seules personnes au courant étaient censées faire partie de votre complot tordu? L'intérieur était normal. Trop normal. Des meubles propres, des magazines récents sur la table basse, une cuisine qui sentait comme si quelqu'un avait préparé le petit déjeuner le matin même. On aurait dit une location de vacances, pas une prison. C'est en bas, dit Léo en se dirigeant vers une porte que j'avais prise pour un vestiaire. Le sous-sol était différent. Les murs étaient recouverts de lambris bon marché des années 70. Le sol était en béton peint en gris, mais il était propre. Trop propre. Le genre de propreté qu'on obtient quand on récure régulièrement des preuves. Ils nous ont enfermés là-dedans, dit Léo en désignant ce qui ressemblait à une réserve derrière une porte à 3 serrures différentes. Et là, il se dirigea vers ce que je croyais être un simple mur. Il y a un espace caché derrière. Sorin trouva le mécanisme, un panneau qui s'ouvrait comme une porte de placard. Derrière, il y avait une petite pièce avec un mini-frigo, des étagères et 2 garçons qui ne devaient pas avoir plus de 13 ans. Ils étaient vivants, terrifiés, mais vivants. Le plus âgé, un roux avec des taches de rousseur et des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs, regarda Léo et dit, « Tu es revenu ?» « Je te l'avais dit, » répondit Léo. « Je t'avais dit que mon père nous retrouverait. » C'est là que ça m'a vraiment frappé. Léo n'avait pas seulement survécu à 5 années d'enfer. Il avait passé ces 5 années à planifier, apprendre, mémoriser tout ce qu'il pouvait sur ceux qu'il avait enlevés et les lieux où il l'avait enfermé. Il avait monté un dossier dans sa tête, attendant le moment où il pourrait rentrer et mener le bon gars directement aux preuves. Mon fils, le gamin qui escaladait les cages à écureuils et chassait les papillons, s'était transformé en arme de la justice. Et maintenant, enfin, nous avions ce qu'il fallait pour abattre les monstres qui lui avaient volé 5 ans de sa vie. Sorin était déjà à la radio, appelant les ambulances, envoyant des SMS sur les lieux du crime et toutes les autres ressources disponibles à l'État. Les 2 garçons pleuraient, non pas de peur, mais de soulagement. Léo tenait la main du plus jeune, murmurant quelque chose que je n'entendais pas. Je me tenais dans ce sous-sol, entouré de preuves d'horreur que je ne pouvais même pas commencer à assimiler, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 5 ans. L'espoir, pas seulement l'espoir que justice soit rendue, même si cela en faisait partie. J'espérais que, d'une manière ou d'une autre, Léo et moi pourrions redevenir père et fils. J'espérais que le cauchemar était enfin terminé. Mais d'abord, nous avions des monstres à attraper. Miranda a été arrêtée à 6h47 le lendemain matin. Je connais l'heure exacte car j'étais assis dans ma cuisine à boire mon 3e café et à regarder l'horloge quand Sorin m'a appelé pour me dire qu'on était passé la chercher à l'appartement de Rena, en centre-ville. Elle était là depuis toute la nuit, apparemment. Se croyant probablement en sécurité. Pensant probablement que Léo et moi garderions le silence, comme de bonnes petites victimes. Elle avait tort. Complètement tort. Elle n'a même pas essayé de s'enfuir. Sorin m'a dit au téléphone qu'elle avait juste ouvert la porte en pyjama et m'avait dit, « Je suppose que tu es là pour Léo. » Sa façon désinvolte de le dire, comme si Léo était une contravention de stationnement ou une plainte pour tapage nocturne, et non son propre fils, vendu aux enfers. Ça m'a retourné l'estomac. Mais ça m'a aussi appris quelque chose d'important. Miranda n'avait pas fini de jouer. Elle pensait pouvoir s'en sortir par la parole, manipuler la situation comme elle me manipulait depuis des années. Elle avait tort là aussi. Réa a craqué la première. Ils l'ont amenée vers midi et, d'après Sorin, elle a tenu exactement 27 minutes avant de commencer à parler. Non pas par culpabilité. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux était capable de culpabilité, mais parce qu'elle avait peur. Le genre de peur qui survient quand on réalise qu'un petit stratagème astucieux s'est transformé en enquête fédérale aux conséquences réelles. Elle chante comme un canari à l'opéra, a déclaré Sorin lorsqu'il a appelé pour nous donner les dernières nouvelles. Elle nous a donné des noms, des dates, des relevés financiers, tout le tralala. Apparemment, elle conservait des reçus pour tout. Bien sûr que oui.
Rena avait toujours été la plus organisée de la famille de Miranda, le genre à coder son agenda par couleur et à conserver tous ses relevés bancaires depuis le lycée. J'avais toujours pensé que c'était juste un caprice agaçant. En fait, c'était la preuve d'une conspiration criminelle. Gilles a résisté plus longtemps, presque 6 heures, mais elle a cédé quand on lui a montré la déclaration de Rena. Même histoire, détail différent. Elle s'est mise à pleurer et à dire qu'elle ne voulait blesser personne, que c'était censé être temporaire, que Bryce avait promis que les enfants iraient bien. Chaque mot était vrai. Et je pense qu'elle le savait même quand elle mentait. Mais les détails qu'ils ont lâchés, c'était réel. Et c'était pire que tout ce que j'avais imaginé pendant ces 5 années de cauchemar. Oncle Bryce avait des dettes, c'est vrai, des dettes de jeu envers des gens très désagréables qui n'acceptaient pas de plan de paiement ni de prolongation. Il risquait des jambes cassées, voire pire. Quand Miranda est venue lui faire une proposition, elle connaissait ses relations. Des gens qui payaient des prix exorbitants pour certains types d'enfants, des jeunes garçons, généralement des enfants correspondant à certaines descriptions physiques. Des enfants dont les disparitions pouvaient être expliquées par des fugues ou des accidents. Des enfants comme Léo. Elle lui a raconté tout l'emploi du temps de Léo, a expliqué Sorin lors d'une de nos longues conversations. Entraînement de foot, cours de piano, quels parents venaient le chercher à quel jour. Elle lui avait même parlé de l'habitude de Léo de jouer sur la cage à écureuil après l'école, tout en discutant avec d'autres parents. Le niveau de planification était stupéfiant. Il ne s'agissait pas d'un crime improvisé. C'était une trahison soigneusement orchestrée qui avait pris des semaines, voire des mois, à se mettre en place. Miranda avait fourni la cible. Rena avait aidé à la logistique, en suivant les recherches et en s'assurant que les forces de l'ordre cherchaient au mauvais endroit. Gilles avait géré l'argent, blanchissant les paiements de Bryce par son cabinet comptable, ce qui les faisait passer pour des contrats de construction légitimes. Il faisait ça depuis des années avant Léo. D'autres enfants, issus d'autres familles. Des enfants dont les parents se demandaient encore ce qu'il était advenu de leur bébé. D'après les documents financiers fournis par Rena, ils avaient gagné plus de 200 000 $ en vendant des enfants à des pervers et des prédateurs. Partagés en 4, moins la part de Bryce pour rembourser ses dettes. 50 000 $. Voilà ce que valait l'enfance de mon fils aux yeux de sa propre mère. 50 000 $ pour financer le train de vie tordu qu'elle avait planifié avec ses sœurs. Le pire, c'est qu'il n'avait pas prévu que Léo survive aussi longtemps. Les acheteurs initiaux étaient censés s'en débarrasser au bout de quelques mois. Mais quelque chose avait mal tourné lors de cette transaction. Peut-être que les acheteurs ont pris peur. Peut-être qu'ils ont été arrêtés pour autre chose. Je ne sais pas. Léo a été passé de main en main, à différents endroits, et a survécu grâce à son entêtement et à la chance. Il n'était jamais censé revenir à la maison. Jared Sorin m'a raconté un après-midi, alors que je leur demandais comment ils avaient pu être si négligents à effacer leurs traces. Dans leur esprit, il était déjà mort. Il leur suffisait d'attendre assez longtemps pour l'accepter et passer à autre chose. Mais je n'ai jamais tourné la page. Je n'ai jamais cessé de chercher. Jamais cessé d'espérer. Jamais cessé de coller ces foutues affiches qui ont finalement permis à Léo d'être reconnu à cette aire de repos pour camions dans l'Idaho. Mon refus d'abandonner avait ruiné leur crime parfait. Lorsqu'ils ont amené Miranda pour l'interroger, elle a adopté une approche différente de celle de ses sœurs. Pas de larmes, pas de clame son innocence, pas de demande de compréhension. Elle a regardé les enquêteurs droit dans les yeux et a dit, « Prouvez-le ». Comme si tout cela n'était qu'un jeu pour elle. Comme si les 5 années d'enfer de Léo étaient une sorte de défi intellectuel dont elle pourrait se sortir par la logique. Elle a sous-estimé les preuves, relevés bancaires, appels téléphoniques, témoignages de Rena et Gilles, et, plus accablant encore, Léo lui-même. Mon fils, qui avait passé 5 ans à mémoriser des visages, des voix, des détails et des lieux. Mon fils, qui pouvait décrire des conversations qu'il avait entendues, qui pouvait identifier des personnes à partir de photos, qui pouvait mener les enquêteurs sur des scènes de crimes qu'ils n'auraient jamais découvertes autrement. À la fin de la semaine, ils avaient suffisamment de preuves pour mettre les 3 femmes en prison à vie. Complot, enlèvement, trafic d'enfants, complicité d'agression sexuelle sur mineurs. Les accusations s'accumulaient comme neige au soleil. Mais voilà ce qui m'a vraiment touché. Lorsqu'ils ont lu ses droits à Miranda, lorsqu'ils lui ont annoncé qu'elle risquait des décennies de prison fédérale, lorsqu'ils lui ont clairement fait comprendre que sa vie, telle qu'elle la savait, était terminée, elle n'a pas posé de questions sur Léo. Elle n'a pas demandé s'il allait bien,
s'il était blessé, s'il avait besoin de quoi que ce soit. Elle ne s'est pas excusée, ni n'a manifesté le moindre remords pour ce qu'elle lui avait fait subir. Elle a demandé si elle pouvait garder la maison. Celle où la chambre de Léo était restée intacte pendant 5 ans. Celle où je m'étais endormi en pleurant chaque nuit, me demandant si mon fils était encore en vie. Celle où elle avait joué la mère endeuillée tout en comptant l'argent du sang sur des comptes bancaires secrets. C'est là que j'ai su, vraiment su, que la femme que j'avais épousée n'avait jamais existé. Elle portait un masque depuis 12 ans, et j'avais été trop stupide et trop confiant pour voir le monstre qui se cachait en dessous. Mais maintenant, le masque était tombé. Maintenant, tout le monde pouvait voir ce qu'elle était vraiment. Et maintenant, enfin, justice allait être faite. Léo logeait dans la chambre d'amis de mon frère maçonne pendant que le cirque judiciaire se déroulait autour de nous. Je pensais que ce serait mieux pour lui. Plus calme, moins de journalistes campant sur la pelouse, plus de rappels constants de la vie qu'on lui avait volée. Maçonne et sa femme Claire avaient toujours été des gens bien. Le genre de personnes prêtes à tout laisser tomber pour aider leur famille sans poser de questions ni rien attendre en retour. Mais surtout, je pense que Léo avait besoin de prendre de la distance avec moi. Non pas parce qu'il ne me faisait pas confiance ou ne m'aimait pas, mais parce qu'être près de moi impliquait de confronter tous les changements que nous avions tous deux subis au cours de ces 5 années. J'étais toujours son père, mais j'étais aussi un étranger. Et il était toujours mon fils, mais il portait en lui des expériences que je n'arrivais pas à comprendre. J'allais chez Maçonne tous les jours après le travail, généralement vers 18 h, lorsque le plus fort de l'effervescence médiatique était retombé. Claire préparait le dîner pour nous tous, et nous nous asseyions autour de la table de la cuisine en essayant de faire comme si de rien n'était. Mais la normalité était un concept étranger maintenant. La normalité était morte le jour de la disparition de Léo. Et nous apprenions tous à vivre avec ce qui allait suivre. C'est lors d'un de ces dîners, environ 2 semaines après les arrestations, que Léo s'est vraiment mis à parler. Non pas les réponses mesurées qu'il donnait aux enquêteurs et aux travailleurs sociaux, mais la vérité crue et honnête sur ce qu'avaient été ces 5 années. Il nous déplaçait tous les 2 ou 3 mois, disait-il, en déplaçant de la purée de pommes de terre dans son assiette sans la manger. Bryce disait que c'était plus sûr comme ça, plus difficile pour quiconque de nous suivre ou de s'attacher à un endroit. Maçonne posa sa fourchette. Combien d'endroits différents? 15, peut-être 16. J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. La voix de Léo était neutre, comme s'il parlait de la météo au lieu de décrire des années de captivité. Certaines étaient des maisons comme celles que vous avez trouvées. D'autres étaient des appartements, des caravanes, et même un vieil entrepôt pendant quelques semaines. J'aurais voulu poser 1000 questions, mais j'avais appris à laisser Léo contrôler le rythme de ses conversations. Il nous disait ce qu'il était prêt à nous dire quand il le serait. Le pire, ce n'était pas les lieux, continua-t-il. C'étaient les gens. Bryce venait toutes les 2 ou 3 semaines pour prendre des nouvelles. Et il avait toujours des histoires sur la maison, sur toi, papa, sur comment tu étais parti, trouver une nouvelle famille, et m'avait complètement oublié. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Léo, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que je n'ai jamais arrêté. Je le sais maintenant, dit-il en me regardant avec ses 2 vieux yeux. Mais à l'époque, quand on a 12 ans et qu'on n'a pas vu son père. Depuis 2 ans et qu'un type nous dit que notre famille nous a remplacés, ça nous embrouille. Claire lui a serré la main. Mais tu n'y as jamais cru, n'est-ce pas? Pas vraiment. Léo a souri alors. Le premier vrai sourire que je voyais de lui depuis son retour. Non, parce que Bryce a fait une erreur. Il m'a dit que Miranda avait le cœur brisé. Qu'elle pleurait tous les soirs. Qu'elle me manquait tellement qu'elle ne pouvait plus fonctionner. J'ai froncé les sourcils. Qui avait-il de mal à ça? Parce que je me souvenais de ce que Miranda lui avait dit la veille de ma disparition. Léo avait dit que j'étais censé dormir, mais je l'avais entendu au téléphone dans la cuisine. Elle disait que j'étais la préférée de papa, que me perdre serait la chose la plus douloureuse. Elle disait que c'était à ce moment-là qu'il fallait apprendre ce que l'on ressent lorsqu'on perd quelque chose d'important. La température dans la pièce semblait avoir chuté d'environ 20 degrés. Maçonne fixait Léo comme s'il parlait une langue étrangère. Claire était devenue pâle. Elle a dit ça. J'ai demandé d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mot pour mot, et elle a ri en le disant. La mâchoire de Léo s'est serrée. Alors, quand Bryce a essayé de me dire qu'elle était dévastée de ma perte, j'ai compris qu'il mentait. Miranda n'était pas triste que je sois parti.
Elle célébrait probablement. C'est là que j'ai compris quelque chose qui me tracassait depuis des semaines. Le regard de Léo sur Miranda lorsque nous avons franchi la porte d'entrée ce premier jour n'était pas seulement empreint de peur, mais de reconnaissance. Il savait exactement qui elle était et de quoi elle était capable, car il avait vécu avec les conséquences de ses choix pendant 5 ans. « Comment as-tu survécu » demanda doucement Mason, « comment as-tu fait pour tenir le coup ?» Léo resta silencieux un long moment. Et lorsqu'il parla, sa voix était différente. Plus vieux, plus triste. « J'ai appris à mentir, dit-il. À tout le monde, à ceux qui nous ont achetés, aux autres enfants, et même à moi-même parfois. J'ai appris à dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre pour qu'ils me laissent tranquille. J'ai appris à me rendre invisible quand les choses tournaient mal. J'ai appris à observer, à écouter et à me souvenir de tout, car l'information était mon seul pouvoir. » Il marqua une pause, baissant les yeux vers ses mains. « Mais surtout, j'ai appris à haïr. Une haine profonde et brûlante pour ceux qui m'ont mis là. Et cette haine m'a maintenu en vie alors que rien d'autre ne le pouvait. » L'honnêteté dans sa voix était dévastatrice. Ce n'était pas le garçon intrépide et joyeux qui escaladait tout sur son passage. C'était quelqu'un qui avait été forgé dans le feu et l'obscurité. Quelqu'un qui avait dû devenir plus dur, plus intelligent et plus calculateur juste pour survivre un jour de plus. « Lo, ai-je dit, je suis tellement désolé. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. Je suis désolé de ne pas avoir vu qui était vraiment Miranda. Je suis désolé, papa. » Il m'a regardé droit dans les yeux et, l'espace d'une seconde, j'ai revu l'enfant de 10 ans qu'il était. « Tu m'as protégé. Peut-être pas comme tu l'aurais voulu, mais tu l'as fait. Chaque fois que j'ai voulu abandonner, chaque fois qu'il aurait été plus facile d'arrêter de me battre, je me suis rappelé que tu étais là, à ma recherche. Réaliser que tu avais abandonné, que tu étais passé à autre chose. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Comment ? Parce que je te connaissais, papa. Le vrai toi. Et le vrai toi n'abandonne jamais les gens qu'il aime. » Il sourit de nouveau, et cette fois, son sourire atteignit ses yeux. « J'avais raison, non ? Tu n'as jamais arrêté de me regarder. » J'acquiesçai, doutant que ma voix puisse fonctionner correctement. « Voilà ce que je veux faire maintenant, » dit Léo en se redressant sur sa chaise comme s'il faisait une annonce officielle. « Je veux aider les autres enfants, ceux comme moi. Des enfants qui sont sortis mais qui ne savent plus où aller ni comment faire confiance à qui que ce soit. Des enfants qui portent en eux la même haine que moi. C'est une belle idée, fiston. » J'ai dit, ce n'est pas juste une idée, papa. C'est une promesse que je me fais, à moi-même et à tous les enfants qui sont encore là, effrayés, seuls et qui pensent que personne ne se soucie suffisamment de les retrouver. Il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis ces 10 ans. Espoir. M'aiderez-vous ? Je n'ai même pas hésité. Absolument. L'inspecteur Sorin et moi avions un accord simple. La justice se chargerait de ce qu'elle pouvait et je me chargerais de ce qu'elle ne pouvait pas. Il n'a jamais prononcé ces mots à voix haute. Les bons flics ne concluent pas ce genre d'accord avec les civils, mais ils n'en avaient pas besoin. Nous savions tous les deux que le système était percé de failles, de fissures qui laissaient passer les monstres. Et nous savions tous les deux que parfois, la justice avait besoin d'un peu d'aide de la part de personnes qui n'étaient pas soumises aux mêmes règles. L'enquête officielle a progressé rapidement dès que Rena et Gilles ont commencé à discuter. En 3 semaines, elles avaient cartographié l'ensemble du réseau pour identifier d'autres personnes directement impliquées dans le réseau de trafic, ainsi qu'une douzaine d'autres qui fournissaient des services de soutien. Formalités administratives, blanchiment d'argent, transport, refuge. C'était plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. La petite amie de Bryce s'est avérée être une certaine Stéphanie Cortez, qui dirigeait une agence de mannequins qui servait en réalité de couverture pour recruter des enfants. Elle utilisait les réseaux sociaux pour identifier des cibles potentielles, des enfants de familles brisées, des fugueurs, tous ceux qui ne seraient pas immédiatement repérés. Les policiers ont trouvé les dossiers de plus de 60 enfants dans son appartement. 60 et puis il y avait Robert Klein, un avocat spécialisé en droit de l'adoption. Sauf que ces adoptions n'étaient pas légales et que les familles n'étaient pas des familles. Il créait de faux documents depuis des années, aidant les trafiquants à déplacer des enfants d'un état à l'autre tout en faisant paraître tout légitime sur le papier. La secrétaire de l'école était celle qui m'a vraiment interpellé. Janet Holloway travaillait à l'école primaire Jefferson depuis 15 ans. C'était elle qui distribuait les laissez-passer et appelait les parents quand les enfants étaient malades.
C'était aussi elle qui fournissait des informations privilégiées sur les situations familiales des enfants, les parents qui travaillaient tard et les enfants potentiellement malades. Vulnérables. Elle avait connu Léo. Elle lui avait souri dans les couloirs, lui avait probablement demandé comment s'était passée sa journée. Pendant ce temps, elle classait des informations sur son emploi du temps, ses habitudes, sa vie familiale, afin de les vendre à des prédateurs. L'équipe spéciale du FBI était compétente, mais elle travaillait dans le cadre du système. Mandat, cause probable, chaîne de preuves. Toutes les protections juridiques qui protègent les innocents rendent également plus difficile l'arrestation des coupables. Surtout quand ces derniers font cela depuis des années et savent brouiller les pistes. C'est là que j'intervenais. J'avais passé 5 ans à apprendre à enquêter, à suivre les traces de l'argent, à trouver des informations que les gens pensaient avoir cachées. J'avais fait appel à 3 détectives privés et appris leur méthode. J'avais appris seul à lire les dossiers financiers, à traquer les sociétés écrans, à suivre les traces numériques sur Internet, et je n'avais pas besoin de mandat. Pendant que le FBI montait son dossier contre les 4 principaux acteurs, je m'en prenais à l'argent. Comptes bancaires aux îles Caïmans, biens immobiliers des avoirs au Nevada, des portefeuilles de crypto-monnaies que Bryce croyait anonymes, mais pas aussi sécurisés qu'il le croyait. J'ai trouvé des comptes offshore financés par la vente d'enfants pendant 8 ans. J'ai trouvé des biens immobiliers d'investissement achetés avec le prix du sang. J'ai découvert tout un réseau secondaire de personnes qui n'étaient pas directement impliquées dans le trafic, mais qui en tiraient un profit certain. J'ai copié chaque document que j'ai trouvé et je l'ai envoyé à une journaliste du Denver Post, Sarah Martinez. Sarah couvrait le trafic d'enfants depuis des années et comprenait que le public avait parfois besoin d'être informé avant que les tribunaux ne s'en saisissent. La semaine précédant le début du procès, Sarah a publié une série d'articles détaillant l'ensemble du complot. Noms, photographies, documents financiers, biens immobiliers, tout ce que j'avais réussi à déterrer en 6 mois d'enquête. La réaction du public a été immédiate et brutale. L'agence de mannequins de Stephanie Cortez a été incendiée par une foule en colère. Le cabinet d'avocats de Robert Klein a été assiégé par des manifestants tous les jours pendant 2 semaines. Janet Holloway a été licenciée de son cabinet. Elle a été renvoyée du district scolaire et a dû déménager parce que ses voisins jetaient des pierres à travers ses fenêtres. Était-ce légal? Probablement pas. Est-ce que je m'en souciais? Même pas un tout petit peu. L'avocat de Miranda a tenté d'utiliser la couverture médiatique pour argumenter que sa cliente ne pouvait pas bénéficier d'un procès équitable. Il a affirmé que la publicité avait empoisonné le jury et que les articles avaient violé le droit de sa cliente à une procédure régulière. Le juge n'y a pas cru. L'accusé est accusé d'avoir vendu son propre fils comme esclave sexuel. La juge Patricia Andry a déclaré lors d'une des audiences préliminaires à laquelle j'ai assisté, « Je pense que la communauté a le droit d'être informée. » Lorsque le procès a finalement commencé, Léo a témoigné pendant 3 jours. Il s'est assis dans ce fauteuil de témoin, a regardé le jury droit dans les yeux et leur a raconté exactement ce qui lui était arrivé. Sans édulcorer, sans euphémisme, juste la dure vérité sur ce que les monstres pouvaient faire aux enfants lorsqu'ils pensaient que personne ne les regardait. L'avocat de Miranda a tenté de le discréditer, de suggérer que les souvenirs de Léo n'étaient pas fiables après tout ce temps, qu'il avait été coaché ou influencé par les enquêteurs. Léo l'avait détruit. Le gamin avait passé 5 ans à mémoriser des détails, des dates, des conversations, des lieux. Il pouvait décrire la disposition des 16 bâtiments différents où il avait été détenu. Il pouvait identifier des photos de personnes qu'il avait vues des années plus tôt. Il pouvait citer des conversations mot pour mot, avec accent et diction. À la fin de son témoignage, la moitié du jury pleurait. L'autre moitié semblait vouloir enjamber la rambarde et étrangler Miranda à main nue. Les verdicts sont tombés après seulement 4 heures de délibération. Miranda, coupable des 23 chefs d'accusation. Réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Réa coupable de 19 chefs d'accusation. De 25 à la réclusion à perpétuité. Gilles coupable de 16 chefs d'accusation. De 15 à la réclusion à perpétuité. Stephanie Cortez coupable de 31 chefs d'accusation. Réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Robert Klein coupable de 27 chefs d'accusation. Réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Janet Holloway coupable de 8 chefs d'accusation. 12 ans. Bryce n'a jamais été jugé. Il a tenté de s'enfuir lors de l'arrestation. L'affaire a commencé,
mais le FBI l'a rattrapé dans une aire de repos près de Phoenix. Selon le rapport officiel, il a dégainé une arme et a forcé les agents à se défendre. Selon l'inspecteur Sorin, qui était sur place, Bryce avait chargé les agents avec ses poings et une rage folle. Les agents auraient pu utiliser des tasers. Ils auraient pu recourir à la force non létale. Ils ont choisi de ne pas le faire. Parfois, la justice vient d'un tribunal. Parfois, elle vient du parking d'une aire de repos en Arizona. Je n'ai pas versé une larme, ni l'un ni l'autre. Le jour où Miranda a été condamnée à 18 ans de prison fédérale, je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni satisfaction, ni même le goût amer de la vengeance que j'attendais depuis des mois. Rien du tout. Comme voir un inconnu condamné pour des crimes commis contre la famille d'autrui dans une autre vie, 18 ans plus tôt. Le juge l'a dit avec une telle fermeté, comme si ces chiffres signifiaient quelque chose d'important, comme s'ils pouvaient en quelque sorte équilibrer la balance ou réparer les torts causés. Miranda serait admissible à la libération conditionnelle à 56 ans. Léo il aurait alors 33 ans, assez vieux pour avoir des enfants qui ne sauraient jamais que leur grand-mère était un monstre. Rena a été condamnée à 12 ans. Gilles a 10 ans. L'avocat et la représentante de l'agence de mannequins ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui ressemblait à une véritable justice. Mais la condamnation de Miranda, 18 ans pour avoir vendu son propre fils, ressemblait à une tape sur les doigts déguisée en punition. Son avocat avait bien fait son travail. Il l'avait dépeinte comme une épouse trompée, manipulée par le désespoir de son frère et la mauvaise influence de sa sœur. Il a fait venir des témoins experts pour parler de pression psychologique familiale et de stress financier. Il avait même suggéré que la participation de Miranda avait été minime, qu'elle avait juste fourni des informations sans vraiment comprendre ce que cela donnerait. Complet mais efficace. Le genre qui crée un doute raisonnable sur l'intention est là. Préméditation. Le genre qui réduit une peine de prison à vie à 18 ans en cas de bonne conduite. Léo était assis à côté de moi dans la salle d'audience lorsque la sentence a été prononcée. Il avait 17 ans maintenant, était plus grand que moi et large d'épaules comme son grand-père l'avait été. Les 2 dernières années lui avaient été bénéfiques, aussi bénéfiques que possible compte tenu de tout. La thérapie, l'école, réapprendre lentement à faire confiance aux gens. Il avait même commencé à fréquenter une fille nommée Rebecca qui le traitait comme s'il était précieux au lieu d'être brisé. Quand le juge a tranché, Léo n'a pas bronché. Il a juste tendu la main et m'a serré. C'est fini, a-t-il dit doucement. Mais je voyais dans ses yeux que ce n'était pas le cas. Pas vraiment. On ne s'en va pas comme ça. On porte ça avec soi pour toujours et on apprend à vivre avec, mais ça ne finit jamais vraiment. Après la condamnation, nous avons dû croiser Miranda en sortant du tribunal. Elle était enchaînée, entourée de marshals fédéraux, mais elle a quand même réussi à attirer mon regard. Elle a souri. Pas un grand sourire, pas un geste théâtral, juste un petit sourire entendu qui disait qu'elle avait gagné quelque chose même en perdant. Comme si 18 ans était le prix qu'elle était prête à payer pour la satisfaction de détruire notre famille. J'aurais voulu lui dire quelque chose, des mots ultimes qui la blesseraient profondément, qui lui feraient comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Mais quand j'ai ouvert la bouche, rien n'est sorti. Il n'y avait pas de mots assez forts pour cet instant. Aucune combinaison de sons ne pouvait exprimer la profondeur de mon mépris pour la femme qui avait autrefois partagé mon lit et mon nom. Alors, je suis passé devant elle. Et ce fut la dernière fois que j'ai revu Miranda Langston en face. Léo était différent après la condamnation. Pas brisé, mais changé. Comme s'il avait retenu son souffle pendant 2 ans, attendant ce moment. Et maintenant, il pouvait enfin expirer. Ce soir-là, il m'a demandé quelque chose que je redoutais. Papa, a-t-il dit alors que nous étions assis sur la véranda de Mason en regardant le coucher de soleil. As-tu parfois l'impression qu'il n'existe pas de version de la vie où l'on revient à la normale? La question m'a frappé plus fort que prévu, car en vérité, je me la posais depuis des mois. La normalité, c'était que Léo ait 10 ans et soit intrépide. La normalité, c'était que Miranda soit la femme que je croyais avoir épousée, et non le monstre qu'elle avait toujours été. La normalité, c'était une famille qui n'avait jamais été déchirée par la trahison, la violence et des années d'enfer. La normalité avait disparu. Elle avait disparu depuis 7 ans et ne reviendrait jamais. Je ne veux pas de normalité, Léo, ai-je dit. Et j'ai réalisé en le disant que c'était vrai. La normalité, c'était que je ne vois pas qui était vraiment Miranda. La normalité,
c'était que tu sois vulnérable face à ceux qui te voulaient du mal. La normalité, c'était que nous vivions tous dans le mensonge. Il m'a regardé avec ses deux yeux sages. Alors que veux-tu? Je veux la paix. J'ai dit pour toi. Car les enfants allaient t'aider. Pour tous ceux à qui des gens comme Miranda et Bryce ont arraché leur normalité. Léo hocha lentement la tête. Le projet Bright Key. On en parle depuis des mois. L'organisation que nous voulions créer ensemble. Un lieu pour les enfants qui voulaient être guéris parce qu'ils n'étaient pas brisés. Ils avaient besoin d'être responsabilisés parce qu'ils étaient des survivants. J'ai réfléchi au nom, a dit Léo. Pourquoi avoir choisi Bright Key? J'ai souri en me remémorant le moment où cette idée m'était venue. Parce que les clés ouvrent des portes. Et ces enfants, ils ont été enfermés loin d'eux-mêmes, de leur avenir, de l'espoir. Nous allons leur donner les clés pour ouvrir la voie à tout ce qui les attend. Et la partie lumineuse. Parce que tu es rentré à la maison, ai-je dit simplement, après 5 ans dans le noir, tu es rentré à la maison. Tu es la clé lumineuse qui a tout ouvert. Léo est resté silencieux pendant un long moment après cela. Lorsqu'il a finalement parlé, sa voix était ferme et assurée. Je veux commencer par les 2 garçons que nous avons trouvés dans ce sous-sol, a-t-il dit. Marcus et Danny, ils sont toujours dans le système, toujours en train de passer d'une famille d'accueil à l'autre. Je veux les amener ici, dans le Colorado. Leur montrer qu'il y a une vie après ce qui leur est arrivé. C'est un bon point de départ. Et puis je veux retrouver les autres. Tous les enfants victimes du trafic via le réseau de Bryce. Certains sont probablement encore là, piégés. D'autres ont peut-être réussi à s'en sortir, mais ne savent pas où aller. J'ai regardé mon fils, ce jeune homme incroyable qui avait survécu à l'enfer et en était ressorti le cœur intact, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la fierté. Pas seulement pour ce qu'il avait enduré, mais pour ce qu'il avait choisi de devenir. Aujourd'hui, 3 ans après cette audience de détermination de la peine, Léo et moi gérons le projet Bright Key dans un ancien entrepôt en périphérie de Denver. De l'extérieur, ce n'est pas grand-chose, juste des briques rouges et des fenêtres industrielles. Mais à l'intérieur, c'est quelque chose de spécial, quelque chose qui n'existait pas avant que nous le construisions de nos propres mains et avec notre détermination à ce qu'aucun enfant ne se sente aussi seul que Léo. Nous avons commencé modestement. Marcus et Danny, les 2 garçons que nous avions trouvés dans ce sous-sol, ont été nos premiers résidents. Léo avait eu raison à leur sujet. Ils étaient perdus, rebondissant entre les maisons d'accueil qui ne comprenaient pas ce qu'ils avaient vécu, vieillissant d'un système qui ne savait pas comment aider les enfants qui avaient survécu à la traite. Ils sont venus en colère et brisés et absolument convaincus que chaque adulte du monde était soit un prédateur ou un idiot. Il a fallu à Léo exactement 3 jours pour briser leur mur. Non pas parce qu'il avait une touche magique ou une formation spéciale, mais parce qu'il a compris quelque chose que les travailleurs sociaux et les thérapeutes et les parents d'accueil qui ne passent pas. Ces enfants n'avaient pas besoin d'être sauvés. Ils s'étaient déjà sauvés. Ils avaient juste besoin de quelqu'un pour croire qu'ils étaient assez forts pour construire tout ce qui est venu. Vous avez survécu, a déclaré Léo à Marcus ce 3e jour où l'enfant avait une fusion à propos de quelque chose de stupide. Le dîner étant de 5 minutes de retard ou quelque chose de tout aussi trivial. Vous avez survécu à des années d'enfer. Vous pensez que les devoirs d'algèbre vont vous abattre maintenant? Marcus l'avait regardé comme s'il était fou. Les devoirs ne sont pas le point.